Voici le point rapide sur l'apprentissage du français grâce à l'humour. Concrètement, cette méthode de niveau A2 utilise une anecdote super amusante pour nous prouver qu'étudier, ça devrait pas être une torture à base de listes de vocabulaire ennuyeuses. Premièrement, faut bien comprendre la science du rire, parce que le stress, ça bloque littéralement l'apprentissage. On a tous cru qu'il fallait souffrir en étudiant pendant des heures, pas vrai? Mais ton cerveau, c'est comme une éponge. Tendu par la peur de l'erreur, il n'absorbe rien. À l'inverse, le rire libère des endorphines et le détend pour qu'il mémorise sans aucun effort. Alors maintenant que notre cerveau est grand ouvert et détendu, de quoi a-t-il besoin? D'une situation de la vie réelle à se mettre sous la dent. Deuxièmement, l'ancrage par l'histoire. Prends Pierre par exemple. Voulant impressionner ses potes, il prépare un gâteau. Mais boum, il se trompe et met du sel au lieu du sucre. C'est une vraie catastrophe culinaire. Ils finissent avec des pizzas, mais c'est hilarant. Et grâce à ce contexte absurde, des mots du quotidien comme tablier, ingrédient ou boucher restent gravés dans notre esprit pour toujours. Bon, avoir une bonne histoire en tête, c'est super, mais comment transformer ce moment de rire en réel progrès linguistique? Finalement, on passe à la méthode d'action. Ça inclut la règle des 3 écoutes, s'enregistrer en résumant l'histoire à voix haute, observer l'usage du passé composé et le fameux défi des 7 jours. Faut pas se mentir, réécouter le même histoire tous les jours peut sembler ennuyeux, mais c'est le secret absolu pour que l'oreille s'adapte magiquement au rythme naturel de la langue. En résumé, apprendre une nouvelle langue, c'est exactement comme faire la cuisine. Les erreurs sont partie de la recette, alors autant en rire pour mieux les retenir. N'ayez plus jamais peur de vous tromper, lancez-vous et savourez vos erreurs. Pourquoi se sentir complètement ridicule, voire un peu stupide en public, serait en fait le secret biologique le mieux gardé pour maîtriser une nouvelle compétence? C'est une excellente question, et c'est vrai que c'est hyper contre-intuitif. Bah oui, complètement. Il y a ce paradoxe dans notre façon d'approcher l'apprentissage quand on est adulte. On s'enferme dans une pièce, on veut mémoriser toutes les règles par cœur, on veut être absolument parfait avant d'oser ouvrir la bouche. Ouais, on a cette idée préconçue que l'acquisition d'un savoir, ça doit forcément être un processus sérieux, laborieux, limite douloureux. C'est exactement ça. Bon, décortiquons tout ça pour notre exploration du jour. Notre point de départ, c'est le matériel d'une vidéo éducative de français, niveau A2. Ça s'intitule « L'erreur du gâteau salé ». Un titre qui annonce déjà la couleur pour le coup. Voilà. Et notre mission ici, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de faire un cours de vocabulaire basique. C'est de comprendre pourquoi l'humour et la narration pourraient bien être le piratage cérébral ultime pour débloquer l'apprentissage. Parce que l'apprentissage traditionnel, c'est un peu comme manger des biscuits secs sans eau, tu vois? Oh, l'image est terrible, mais tellement vraie. Je suis ravie qu'on aborde ça parce que la source d'aujourd'hui s'attaque pas seulement au quoi, c'est-à-dire apprendre le français, mais surtout au comment. Au fonctionnement cognitif, en fait. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est comment la vidéo démonte cette idée de douleur intellectuelle obligatoire. Sur le plan évolutif, notre cerveau, c'est un organe social. Il retient l'information par les émotions fortes, le jeu, la vulnérabilité. Donc, essayer de forcer la mémorisation en enlevant toute émotion, c'est... C'est comme essayer de faire entrer des données dans un ordinateur dont le disque dur est physiquement verrouillé. Ah ouais, carrément. Un verrouillage cognitif. Et c'est dû à quoi, biologiquement parlant? Avant de plonger dans l'histoire du gâteau, faut qu'on comprenne ces mécanismes. La source parle du fait que le stress ferme le cerveau. Ouais, c'est ce qu'on appelle en linguistique le filtre affectif. En fait, quand un individu est stressé, disons par la peur de faire une faute de grammaire devant un locuteur natif, le corps réagit comme face à un danger de mort. Sérieusement? Juste pour une faute de conjugaison? Eh oui! Le taux de cortisol, l'hormone du stress, grimpe en flèche. Et ce pic, il est en effet mécanique, il vient littéralement bloquer l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone de la mémoire, c'est ça? C'est ça, c'est la porte d'entrée des nouveaux souvenirs. Donc l'information entre par les oreilles, mais la porte vers la mémoire à long terme est barricadée. D'accord, donc on court avec des muscles complètement crispés par la peur, on n'avance pas. Mais alors, la méthode propose de contrer ça par le rire. Qu'est-ce qui se passe quand on rit? Ah bah là, c'est l'inverse. Le rire déclenche une cascade neurochimique fulgurante. Le cerveau libère de la dopamine, des endorphines, de la sérotonine. Ce cocktail fait baisser le cortisol instantanément. Et ça rouvre la porte de l'hippocampe. Mieux que ça, l'amygdale qui gère les émotions s'active et dit à l'hippocampe « Hé, ce qui se passe là, c'est émotionnellement hyper pertinent, grave-le tout de suite ». L'émotion agit comme une super colle pour la mémoire. Une super colle neuronale, c'est fou. Mais je me fais un peu l'avocat du diable là. Si on fait que s'amuser, on relâche la pression, est-ce qu'on risque pas de tomber dans le chaos total? Une langue, ça a une structure stricte. Comment on retient du concret? C'est une super objection. Le rire tout seul, c'est pas magique. Il doit être le vecteur d'une structure, d'une narration.
Et c'est là que la méthode devient redoutable avec ce qu'on appelle l'ancrage épisodique. Et ça nous amène directement à notre étude de cas. L'histoire de Pierre. Exactement, le fameux gâteau salé. Alors l'histoire, c'est celle de Pierre, un gars de 25 ans qui vit à Lyon. Un dimanche après-midi ensoleillé, il veut impressionner ses amis pour le dîner. Un objectif social très fort, on note. Tout à fait. Il veut faire son dessert préféré, un gâteau au chocolat façon grand chef. Il met son tablier, il sort la farine, les œufs, le beurre et un pot blanc. Ah, le fameux pot blanc. Voilà, il jette un coup d'œil rapide, il se dit que c'est du sucre, il verse tout ça dans le saladier, il mélange et hop, au four pour 30 minutes. Là, le cerveau de quiconque écoute ça commence déjà à calculer que ça va mal finir. Mais grave. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les amis arrivent, il y a des fleurs, du vin. Arrive le dessert. Tout le monde prend une bouchée de ce magnifique gâteau. Grand silence. La catastrophe. Une grimace générale de tous les invités. Ce n'est pas sucré du tout, c'est extrêmement salé. Pierre a confondu le sucre et le sel. Et comment ils réagissent? C'est une horreur culinaire, mais la tension retombe super vite. Ils finissent par éclater de rire, ils commandent des pizzas. Et depuis, Pierre a mis des énormes étiquettes sucre et sel sur ses pots. Cette histoire, elle a l'air toute bête, mais sur le plan cognitif, c'est brillant. Elle utilise des situations du quotidien, l'amitié, la nourriture, la honte, pour ancrer les mots. Ouais, l'erreur de Pierre dans sa cuisine, c'est en fait la métaphore parfaite des erreurs que fait tout apprenant en parlant une langue, tu trouves pas? Mais carrément. Confondre le sel et le sucre, c'est comme confondre deux mots de vocabulaire. L'interlocuteur fait une grimace de confusion, on ressent un moment de vulnérabilité sociale, Et là, on a le choix, soit on panique, et le cortisol bloque tout, soit on en rit, et ça déclenche ce qu'on appelle l'erreur de prédiction de la récompense. Attends. L'erreur de prédiction de la récompense, c'est quoi exactement? Notre cerveau fait des prédictions tout le temps. Quand les amis goûtent le gâteau, ils s'attendent à du sucre. Le cerveau a anticipé une décharge sucrée. Et paf, explosion de sel. Grosse surprise, quoi. Voilà. Cette discordance massive génère un pic de dopamine pour forcer le cerveau à mettre à jour ses données. Ça transforme un fait basique en mémoire épisodique. Et la différence avec la mémoire classique, c'est quoi? La mémoire sémantique, c'est d'essayer d'apprendre que S-E-L, ça veut dire sel, sur une liste ennuyeuse. La mémoire épisodique, elle, enregistre tout le contexte. La grimace, le rire, la surprise. On pirate notre instinct de survie pour retenir le vocabulaire. Exactement. Le cerveau n'oubliera jamais ce mot parce qu'il a simulé l'humiliation de Pierre. C'est génial. Donc, cette petite histoire inoffensive, c'est un véritable cheval de Troie. Et ça ne transporte pas que du vocabulaire de cuisine, hein. La vidéo l'utilise pour enseigner la grammaire. Oui, des concepts notoirement difficiles comme l'utilisation du passé composé et de l'imparfait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Comment une histoire d'erreur de cuisine enseigne la grammaire de niveau A2? Au lieu de donner un tableau de conjugaison abstrait, la source montre comment les temps verbaux créent l'action. L'imparfait pose le décor, genre « le soleil brillait, il voulait impressionner ». Ouais, la toile de fond. Et le passé composé, c'est le déclencheur. Il a pris le pot, ils ont fait une grimace. Si l'apprenant utilise le mauvais temps, la chute de la blague ne marche plus. Je vois. Moi, j'aime bien comparer ça à la construction d'une maison. Tu vois, les listes de mots et les règles de grammaire, ce sont juste des briques posées par terre. C'est lourd, c'est chiant à mémoriser. Tout à fait. Mais l'histoire amusante, la tension narrative, c'est l'échafaudage. Une fois que l'échafaudage est là, des mots comme « verser », une catastrophe ou des expressions comme « au lieu de », ces briques viennent se loger naturellement dans les trous. Et on associe un mot à une image très claire. Le mot « horrible » n'est plus un concept flottant, c'est physiquement le visage dégoûté des amis. C'est de l'intégration multisensorielle. C'est hyper puissant. Mais du coup, comment quiconque écoute cette analyse peut concrètement appliquer ça? Il y a des stratégies dans la vidéo, non? Oui, des protocoles très précis. D'abord, à la technique des 3 écoutes. Ah oui, on ne se lance pas à l'aveuglette. Non, la première écoute, c'est pour la compréhension globale. On lâche prise, on accepte l'ambiguïté sans stresser. La deuxième, c'est avec des notes pour repérer les mots d'action. Et la troisième, Pour la prononciation, la prosodie, la musique de la langue en fait. c'est pour éviter la surcharge cognitive, j'imagine. On ne demande pas au cerveau de décoder le sens, la grammaire et l'accent en même temps. Exactement. Mais le vrai secret de la source, c'est le défi de la semaine, le défi des 7 jours. Écoutez cette même petite histoire une fois par jour pendant 7 jours d'affilée. Pourquoi 7 jours? Qu'est-ce qui se passe sous le capot de notre crâne? C'est lié à la neuroplasticité dépendante du sommeil. Pendant qu'on dort, le cerveau fait le tri. Il rejoue l'histoire. Et plus on répète sur plusieurs jours,
plus le cerveau envoie de la myéline pour consolider ce réseau neuronal. La myéline? Attends, c'est pas la substance qui isole les neurones et accélère les signaux électriques? C'est ça. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est comme transformer un petit chemin de terre boueux en une belle autoroute goudronnée. Ah ouais, donc au bout de 7 jours, comprendre le mot sel, ça demande 0 effort. C'est un réflexe. L'autoroute est construite. Tout à fait. L'oreille s'adapte au rythme, et après, la source propose une étape redoutable, le passage à la production active. Le fameux enregistrement au miroir ou au téléphone. Raconter sa propre erreur drôle en utilisant des structures comme « un jour j'ai » ou « je voulais bien faire, mais ». Voilà. En racontant sa propre gaffe, l'individu relie le nouveau vocabulaire à sa mémoire autobiographique. La charge émotionnelle est décuplée. Et la source donne pas mal d'outils pour ça d'ailleurs. Des podcasts, des chaînes YouTube, des applications d'usage quotidien. Et surtout, des applis d'échange comme Tandem ou HelloTalk. Oui, mais attention à la manière de les utiliser. Le but, ce n'est pas d'aligner des phrases parfaites comme un robot. L'objectif, c'est de chercher l'interaction authentique. De biohacker notre cerveau en fait. Exactement. On s'expose volontairement, on essaye de placer un nouveau mot en sachant très bien qu'on va sûrement mal le prononcer. Et provoquer ce moment de flottement, ce petit rire partagé avec le natif. On devient littéralement un chasseur d'erreurs amusantes. La faute n'est plus un échec scolaire, c'est la cible. Chaotique. La métaphore de la cuisine utilisée dans la source est parfaite. Parfois on suit la recette, parfois on se trompe, mais le but final, c'est le partage. C'est pas la perfection clinique. Remplacer la peur de l'échec par l'acceptation de nos petits désastres personnels, ça rend la méthode profondément humaine, tu ne trouves pas? Humaine et redoutablement efficace, parce que l'énergie qu'on perdait à stresser, elle est maintenant utilisée à 100% pour assimiler la langue. C'est fou, mais j'ai une idée un peu provocatrice pour clore notre analyse. Si on prend du recul, ce qu'on vient de voir, c'est presque un manuel d'innovation déguisé, non? Je vois où tu veux en venir. Bah oui. Si le secret biologique pour maîtriser la complexité, c'est de célébrer nos erreurs ridicules, de servir avec fierté un gâteau au sel, que se passerait-il si on appliquait cette philosophie aux domaines les plus sérieux et anxiogènes de nos vies? Tu penses au monde de l'entreprise? Exactement. Dans nos milieux professionnels, en salle de réunion. Imagine le nombre d'idées révolutionnaires étouffées parce que tout le monde est paralysé par la peur de présenter un projet imparfait. La culture du présentéisme parfait, ouais. Ne jamais montrer de faille. Et si les entreprises exigeaient que les équipes présentent régulièrement leurs gâteaux salés, des concepts de bancal, des tentatives ratées, juste pour provoquer l'analyse collective et le rire? Est-ce qu'on n'innoverait pas beaucoup plus vite? C'est le principe même de la sécurité psychologique. C'est prouvé que c'est le premier facteur de réussite des équipes très performantes. On enlève l'ego, on empêche l'hippocampe de se verrouiller et on ajuste la recette ensemble. C'est ça, accepter de voir nos projets s'effondrer pitoyablement, en rire franchement pour inventer des solutions que la pression de la perfection nous aurait cachées. Je laisse ceux qui nous écoutent méditer là-dessus. Préparez vos gâteaux salés, confondez vos ingrédients et l'on se retrouve très vite pour de nouvelles immersions au cœur de la mécanique de nos idées. À bientôt!